Bien, mes chers amis, mesdames et messieurs, je suis évidemment également très heureux d'être ici présent parmi vous pour cette grande rencontre de notre groupe des Patriotes, ici donc à Athènes, comme cela a été rappelé, dans ce berceau de la démocratie, et c'est effectivement très symbolique que nous nous retrouvions aussi ici, et pour parler en particulier lors de cette première table ronde du sujet migratoire, le sujet migratoire qui est justement une des menaces existentielles les plus importantes, existantes, contre justement la démocratie, contre justement toute cette évolution que nous connaissons dans nos pays respectifs, dans nos États-nations. C'est, si je puis dire, en quelque sorte, une sorte de cheval de Troie, l'immigration de masse, et une sorte de cheval de bataille, en tout cas, contre effectivement nos démocraties, contre nos civilisations, notre civilisation. C'est donc un sujet majeur sur lequel nous sommes les premiers à nous être exprimés depuis tant d'années, depuis si longtemps. C'est un sujet qui, maintenant, comme nous le savons tous, menace, comme je viens de l'indiquer, tous nos États. C'est le sujet prioritaire, le sujet essentiel, duquel d'ailleurs découle toute une série d'autres conséquences. Et c'est pour cela que ce sujet fait partie de ceux premiers que nous allons donc aborder aujourd'hui avec nos intervenants. Je dirais rapidement quelques chiffres, des chiffres qui sont évidemment capitaux. En ce qui concerne les permis de séjour qui ont été délivrés en 2023, plus de 3,7 millions de premiers permis de séjour ont été accordés à des ressortissants de pays tiers, augmentation de 4,7% par rapport à 2022. Donc nous sommes sur des chiffres qui chaque année battent des records. Ceci ne fait pas état des migrants, bien sûr, totalement illégaux, de ceux qui pénètrent à l'intérieur de nos frontières d'une façon légale, mais qui restent à l'intérieur de nos frontières et qui ne sont pas expulsés. En France, nous connaissons ce problème d'une façon très prégnante. Donc, ce sont des chiffres absolument considérables. Nous battons des records en effet tous les ans. Je voulais vous indiquer aussi que, bien entendu, cette politique migratoire évolue. Cette politique migratoire, elle évolue surtout aussi sous la pression de ce que nous exerçons depuis d'ailleurs si longtemps. Nos populations, quelles que soient d'ailleurs, finalement, à part quelques clivages politiques, et je ne parle pas de l'extrême gauche naturellement, mais les gens qui ne sont pas forcément très politisés nous rejoignent au-delà des clivages politiques, parce que le sujet est un sujet vraiment qui les touche au quotidien à chacun d'entre eux. Une évolution politique qui est majeure, on le voit notamment en Italie, on le voit aussi en Allemagne. En Italie, où la nouvelle politique donc, qui a été mise en place aboutit à des résultats, quand même, il faut le dire, aussi assez spectaculaires, comme quoi ce qu'on nous présente comme une fatalité, la fatalité d'une migration à laquelle on ne peut finalement pas s'opposer, ce mondialisme qui veut absolument se servir de la migration pour transformer notre société, eh bien, en réalité, on voit qu'en Italie, en peu de temps, on commence véritablement à changer les choses, puisque j'ai noté une forte baisse des arrivées. En 2024, les arrivées de migrants par la mer ont chuté de 61% par rapport donc à 2023, ce qui est considérable, par deux moyens en particulier: l'externalisation des demandes d'asile, avec des accords qui ont été conclus avec la Tunisie et l'Albanie, même s'il y a une guerre judiciaire par rapport à cela qui est menée contre le gouvernement italien, et des lois qui sont renforcées avec des sanctions contre les passeurs, contre les ONG, avec des subventions sur les ONG qui sont évidemment considérablement réduites, des moyens qui sont simples, des moyens que nous connaissons, des moyens que nous voulons appliquer, et des moyens qui permettent évidemment d'aller très vite en ce qui concerne la baisse donc, de l'immigration illégale. L'Allemagne, ponctuellement, sous la pression effectivement de ce que le souverainisme amène aussi en Allemagne, il y a eu aussi un durcissement progressif et pragmatique. On a réintroduit les contrôles aux frontières. Et là aussi, on voit tout de suite une baisse des demandes d'asile. Ceci est aussi le résultat de cette politique nouvelle qui aussi est mise en place, mais sous la pression, en réalité, de ceux que nous exerçons partout. Et par contre, et cela est notable,
et c'est remarquable dans le mauvais sens du terme, c'est que quand vous voyez certains pays qui, effectivement, eh bien, ont des politiques un peu plus strictes, des politiques qui, finalement, permettent donc de voir une baisse de l'immigration de masse, une baisse sensible de l'immigration de masse, vous avez d'autres pays de l'Union européenne qui, eux, lâchent en fait la bride, font en sorte d'aller toujours vers cette immigration de masse. C'est la France et l'Espagne. Nous sommes malheureusement en France un des exemples majeurs de cette volonté toujours très présente dans le gouvernement français, de la part du président Macron, de la part du nouveau Premier ministre français, de finalement de ne pas, contrairement au discours d'un ministre de l'Intérieur actuel en France, toujours d'aller dans le sens d'une immigration de masse. Et nous avons battu en France donc un nouveau record, triste record de 336 700 premiers titres de séjour qui ont été délivrés donc en 2024. Et l'Espagne aussi a accueilli plus de 364 000 nouveaux migrants en 2024. Donc ce sont des chiffres considérables et les gouvernements en place dans ces deux pays ne veulent absolument pas voir quel est le danger ou même ont une politique volontaire d'immigration de masse. Nous avons même un Premier ministre pour lequel le sujet ne semble pas porté à conséquence, puisqu'il ne se souvenait même plus, lors d'une de ses dernières conférences, du mot pacte, migration et asile. C'était assez triste de voir cela. Donc nous avons, pour cette première table ronde, évidemment, des spécialistes de la question, à qui je vais bien entendu laisser la parole, mais je profitais qu'elle me soit quand même donnée au début pour marquer un certain nombre de choses sur ces sujets sur lesquels nous nous impliquons depuis si longtemps, et moi personnellement, notamment dans mes précédentes fonctions de magistrat, où j'ai vu finalement, il y a 30 ans, ce qui nous éclate à la figure aujourd'hui, et c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles je me suis engagé en politique, et j'en suis très fier, mon cher Jordan, justement, d'être aux côtés du Rassemblement national. Merci à vous, merci beaucoup. Bien, nous avons trois intervenants qui sont ici donc à la tribune. Monsieur Andreas Iliopoulos, qui a occupé des fonctions importantes dans l'armée hellénique, major général donc de l'armée hellénique, qui a une grande expérience de terrain par rapport à la question migratoire, puisqu'il a pris le commandement de la mer Égée à une certaine époque, puis au sein du ministère donc de l'immigration, et l'éclairage ici en Grèce en particulier, comme cela a été rappelé dans les propos introductifs, et notamment avec la question turque, est évidemment essentiel. Tout comme, bien sûr, sur ce sujet, Fabrice Leggeri, que je ne présente plus, puisque nous le connaissons très bien, qui est notre collègue député européen, ancien directeur général de Frontex, et qui a été en but, justement, au moment où il était directeur général de Frontex, cette agence qui est censée garder nos frontières, qui est censée nous protéger, qui est censée effectivement faire le travail pour lequel d'ailleurs elle a été créée à l'origine, puisque théoriquement, nous devons avoir des frontières extérieures de l'Union européenne qui sont donc particulièrement protégées, c'est ce qui devrait être. C'est le corollaire d'ailleurs du principe de libre circulation dans l'espace Schengen. Eh bien, ce principe, nous le savons bien, n'est pas respecté, puisque, en fait, nos frontières extérieures sont de véritables passoires. Fabrice nous parlera notamment de tous ces sujets. Il a une expérience très, très, très forte en la matière, et il continue, bien sûr, à nos côtés, donc dans le groupe des Patriotes, à être très, très actif sur ces sujets. Et puis, bien sûr, je vous présente, mais vous le connaissez depuis longtemps, notre ami, je le dis très, très simplement, notre ami Balázs Hidvégi, donc, qui a été député européen au cours de la précédente mandature, à nos côtés. On a bataillé ensemble, Balázs, sur tous ces sujets. La Hongrie a été là aussi le fer de lance de la résistance par rapport à tout cela. Et Balázs actuellement a des fonctions importantes
donc auprès du Premier ministre, au cabinet du Premier ministre, Balázs Hidvégi, donc ministre au cabinet du Premier ministre, et notamment en charge en particulier de toutes ces questions migratoires, et nous l'écouterons avec également grande attention. Voilà, merci infiniment. J'arrête, après je ferai le modérateur, je regarderai l'heure, enfin j'essaierai de faire respecter à chacun. Chacun va s'exprimer pendant quelques minutes, 7 minutes, 8 minutes environ, ou 10 minutes, et ensuite il y aura entre nous, bien sûr, des échanges. Alors, qui souhaite prendre la parole au début? Je ne sais pas, peut-être mon général, vous voulez commencer? Honneur bien sûr à nos amis grecs. Je vous en prie, mon général, vous pouvez prendre la parole. Merci. Merci. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση της κυρίας Λατινοπούλου και των Patriots, και τους οποίους ευχαριστώ, για να σας μεταφέρω την εμπειρία μου στο μεταναστευτικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία, που τόσους προβληματισμούς, συζητήσεις και αντικλήσεις έχει προκαλέσει. Παρακολούθησα στενά και χειρίστηκα θέματα που αφορούν το μεταναστευτικό φαινόμενο από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τα τέλη του 2018 από διάφορες θέσεις ευθύνης εθνικής ασφαλείας, όπως αυτή του υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του στρατηγού διοικητού της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικών Κινήσεων. Αλλά και μέχρι σήμερα συνεχίζω να το παρακολουθώ και να ενημερώνομαι, γιατί το θεωρώ ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η Ευρώπη. Με την εμπειρία που απέκτησα στα θέματα χειρισμού της μεταναστευτικής κρίσης από τις θέσεις αυτές, θεώρησα καθήκον μου να συνδράμω στην οργάνωση και λειτουργία των θεσμικών οργάνων του κράτους για την έβρεση λύσεων και την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κατάστασης για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα και μετά την αποστρατεία μου. Τον Οκτώβριο του 2017 ανέλαβα, μετά από προκήρυξη της θέσης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Είχα την ευθύνη λειτουργίας των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών στη Μόρια, στη Λέσβο, στη Βιάλ, στη Χίο, στο Βαθύ της Σάμου, στη Λέρο, στο Πηλίτρικο, στο Φυλάκιο του Εύρου, καθώς επίσης και των δομών ασφαλείας και φιλοξενίας των μεταναστών των διαβατών στη Θεσσαλονίκη, του Αττικού Άλσους και του Ελαιώνα και Σχιστού στην Αθήνα. Παρέμεινα σε αυτή τη θέση για 1 χρόνο και έφυγα, όταν αρνήθηκα να παρακάμψω τις θεσμικές διαδικασίες και να παραβλέψω την εφαρμογή των νόμων που αφορούσαν την ασφάλεια των διαμενόντων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών, στο Φυλάκιο του Εύρου και των δομών φιλοξενίας που ανήκαν διοικητικά στην υπηρεσία μου, καθώς επίσης και εκφράζοντας ανοιχτά τη διαφορετική άποψη που είχα για τη συμμετοχή της υπηρεσίας που ήμουν υπεύθυνος στην διακίνηση μεταναστών από πολιτικές της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιώ τον όρο διακίνηση μεταναστών για να τονίσω την πραγματικότητα που επικρατούσε τότε, καθώς τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης με δυνατότητα φιλοξενίας συγκεκριμένη, το κάθε ένα, αναγκαζόταν να φιλοξενεί υπέρτριπλασίους και τετραπλασίους αριθμούς των προβλεπομένων από τη λειτουργία τους. Για παράδειγμα, στο ΚΙΤ της Μόριας στην Λέσβο, με μέγιστη χωρητικότητα 3.000 μετανάστες, είχε συσσωρευτεί το 2018 ένας αριθμός πάνω από 12.000 μετανάστες. Και την εποχή της ολοκληρωτικής καταστροφής του και απενεργοποίησής του, το 2020, είχε συγκεντρώσει πάνω από 20.000 φιλοξενούμενους. Υπό το πρόσχημα της ασφαλείας, για παράδειγμα, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μετέφερε 1.000 μετανάστες από τη Λέσβο στην Αθήνα και την επόμενη μέρα έφταναν στο νησί άλλοι 1.000 από την Τουρκία. Ένας φαύλος κύκλος που συνεχιζόταν χωρίς τέλος υπό την πίεση της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μαζί με τις ΜΚΟ εκείνη την εποχή διαχειριζόταν το μεταναστευτικό στην Ελλάδα. Η εμπειρία μου και η διαπίστωσή μου από την εμπλοκή σε αυτές τις διαδικασίες ήταν η ύπαρξη χάους και ανοργανωσιάς, την οποία δημόσια κατήγγειλα, και η απουσία του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες σχεδόν τις εξελίξεις που ζούσαμε όλοι εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό. Οι αριθμοί αφήξεων των πολιτών. Οι αριθμοί αφήξεων πολιτών τρίτων χωρών ή προσφύγων ή μεταναστών ή παρανόμως εισερχομένων προσώπων ή πολιτών τρίτων χωρών ή όπως αλλώς ονομάζονται, άρχισαν να μεγαλώνουν από το Μάρτιο του 2016, όπου ήταν 70 έως 100 άτομα ημερησίως, άγγιξαν περί τον Αύγουστο του ιδίου χρόνου τα 13.000 άτομα ημερησίως στα νησιά του Αιγαίου και τον Εύρο, δημιουργώντας ένα οξύτατο πρόβλημα εθνικής ασφαλείας για τη χώρα μας, γιατί το μεταναστευτικό χαρακτηρίζεται στην εθνική στρατηγική ως ασύμετρος απειλή και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Ανατρέχοντας ιστορικά στο παρελθόν, παρατηρούμε ότι μετακινήσεις παρανόμων μεταναστών μέσω Τουρκίας ξεκίνησε πολύ πριν την κρίση του 2015-2006 και για την αντιμετώπιση του δημιουργήθηκαν στη Μόρια, στη Λέσβο και στο βαθύ του Σάμου τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και τα αναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών. Για την υποδοχή ταυτοποίηση τα ΚΙΤ και για την κράτηση και επαναπατρισμό των μη δικαιωμένων άσυλο ή δίθυη προστασία τα ΠΡΟΚΕΚΑ. Από τα κέντρα, με την έναρξη της κρίσης του 2015, συμπληρώθηκαν και περί το 2016 αύξησαν την αρχική τους δύναμη για να αντιμετωπιστεί η κρίση, αλλά εκ των πραγμάτων αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Στην αρχή εμφάνιση του μεταναστευτικού ρεύματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε και συνέδρα με την Ελλάδα με την αποστολή για πρώτη φορά της Frontex, η παρουσία της οποίας περιόρισε την προσέλευση μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου και τους έστρεψε προς τον Εύρο. Η κατασκευή της εντερματικής τάφρου στον Εύρο, η αύξηση των περιπολιών, μείωσαν αισθητά τις ροές, οι οποίες στράφησαν πάλι προς τα νησιά του Αιγαίου. Το 2015-2016, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αφήχθησαν στην Ελλάδα και ακολούθως ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς μετέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναζητώντας προστασία, στην πλειοψηφία τους άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους, που μαστιζόταν από τον πόλεμο, τις διώξεις και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κατάσταση επιδεινώθηκε για την Ελλάδα το 2016 όταν έκλεισαν τα βόρεια σύνορα και σταμάτησε η μετακίνηση των παρανόμων μεταναστών από την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε η συσσόρευσή τους σε μεγάλους αριθμούς στις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας και δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο στα ΚΙΤ των νησιών και στο φυλάκιο του Εύρου. Η κοινή δήλωση και όχι η κακώς αποκαλούμενη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας δεν απέδωσε ποτέ αριθμητικά επιστροφές στη χώρα εισόδου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν η απροθυμία και κολυσιεργία της Τουρκίας να συνεργαστεί για τις επιστροφές και ο δεύτερος λόγος ήταν η μετακίνηση των μεταναστών από τα νησιά στην ενδοχώρα που απέκλειε de facto, σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οποιαδήποτε διαδικασία επιστροφής λόγω μετακίνησης από το πρώτο σημείο εισόδου στην Ελλάδα. Η έλλειψη εμπειρίας, ο βιαστικός σχεδιασμός, η βιασύνη υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης και οι αριθμοί των εισερχομένων ροών μεταναστών δεν επέτρεψαν ποτέ στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης να λειτουργήσουν ως κλειστά κέντρα, αλλά ως προσωρινή χώροι φιλοξενίας και διαμονής προσφύγων και μεταναστών. Υπό την πίεση του κινδύνου απώλειας ανθρωπίνων ζώων, άρχισαν να μεταφέρονται στην κεντρική Ελλάδα, γεμίζοντας τις εκεί υπάρχουσες δομές φιλοξενίας, ξενοδοχεία και διαμερίσματα που νίκιαζε ο ΔΟΜ, η ΜΚΟ και η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ, δημιουργώντας την ανάγκη για στήσιμο νέων δομών. Όλες οι επιχειρησιακές δράσεις του μεταναστευτικού στην Ελλάδα από το 2015 μέχρι το 2019 υποστηρίχθηκαν οικονομικά από διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την DG Home και την DG ECO. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως βασικός χρηματοδότης, διέθεσε αρχικά το 2016 το ποσό των 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ με κύριους αποδέκτες την ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, διάφορες ΜΚΟ και λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης ένα ποσό 400 περίπου εκατομμυρίων από αυτά στην ελληνική κυβέρνηση για τη σύντηση των μεταναστών και για την οικονομική αντιμετώπιση του φαινομένου. Από το 2019 και μετά, οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις δινόταν απευθείας στην ελληνική κυβέρνηση και εξυπηρέτησαν κατά κύριο λόγο την κατασκευή νέων κλειστών δομών υποδοχής και ταυτοποίησης σε μερικά νησιά και βοήθησαν να καταργηθεί η ντροπή της Ελλάδος και της Ευρώπης, το περιβόητο ΚΙΤ Μόρια στη Λέσβο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία στο ίδιο διάστημα έλαβε συνολική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, στη συνέχεια μέχρι και σήμερα περί τα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο για το 2015-2016 υπολογίζεται από στοιχεία που συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες μας ότι οι διακινητές στην Τουρκία αποκόμισαν πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέρισε κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας από τη χώρα μας και δια της οδού των χρηματοδοτήσεων και επιδομάτων δημιούργησε μια αποθήκη ψυχών, οι οποίες εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα, που στην πραγματικότητα δεν ήταν ο τελικός προορισμός τους, αλλά ένα κομμάτι του δρομολογίου τους προς τον τελικό προορισμό τους, που για την πλειονότητα είναι η κεντρική Ευρώπη. Όταν ένας παράνομος μετανάστης εισέρχεται στη χώρα και ειδικά από την Τουρκία, η οποία θεωρείται ασφαλής χώρα,
πρέπει άμεσα και χωρίς άλλη διαδικασία να επιστρέψει πίσω στην τελευταία ασφαλή χώρα. Αυτό όμως δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να εισέρχεται σε μια διαδικασία χρονοβόρα που μπορεί να διαρκέσει χρόνια και προκαλεί συσσόρευση και εγκλωβισμό χιλιάδων μεταναστών στην Ελλάδα. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη. Μετά την είσοδο στη χώρα ακολουθεί η σύλληψη. Το screening, δηλαδή ιατρικές εξετάσεις, καταγραφή προσωπικών στοιχείων, ταυτοποίηση από την Ελληνική Αστυνομία και την Europol, μεταφορά των δεδομένων στο Eurodac, εξέταση ευαλωτότητας και έκφραση βούλησης ασύλου. Ακολουθεί η καταγραφή της βούλησης. Η υπηρεσία ασύλου δίνει ημερομηνία συνέντευξης στον παράνομο μετανάστη και όταν δοθεί η συνέντευξη, εφόσον κρίνεται ότι δεν δικαιούται άσυλο ή διεθνή προστασία, εκδίδεται από την υπηρεσία ασύλου απόφαση απορριπτική σε πρώτο βαθμό. Ο παράνομος μετανάστης καταθέτει προσφυγή επί της πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης. Εφόσον εκδοθεί απόφαση απορριπτική σε δεύτερο βαθμό, ακολουθεί η σύλληψη από την αστυνομία, εάν βέβαια τον εντοπίσει, και αρχίζει η διαδικασία απέλασης. Η συνήθις διαδικασία είναι η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, άρση κράτησης από το πρωτοδικείο, αίτηση ακύρωσης από τα διοικητικά εφετεία και εκδίδεται προσωρινή διαταγή για αναστολή της απέλασης. Εάν περάσουν 60 μέρες από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης σε δεύτερο βαθμό και κατά τη διάρκεια αναστολής της απέλασης, δικαιούται ο μετανάστης να επανέλθει με μεταγενέστερο αίτημα ασύλου και ξεκινάει η διαδικασία που περιγράψαμε προηγουμένως σχεδόν από την αρχή. Έκφραση βούλησης ασύλου και λοιπή περιγραφόμενη διαδικασία. Μετά την καταγραφή ταυτοποίηση, από την ώρα που θα εκφραστεί η βούληση ασύλου μέχρι και την ολοκλήρωση της δεύτερης απορριπτικής απόφασης, απαιτείται ένας χρόνος 8 έως 10 μήνες. Η περιγραφή στα διαδικασία είναι ένας φαύλος κύκλος που καθιστά αδύνατη την υλοποίηση των όποιων προσπαθειών για εξορθολογισμό της κατάστασης των μεταναστών. Από τη στιγμή που θα καταγραφεί η βούληση ασύλου μέχρι τη λήψη της συνέντευξης από την υπηρεσία ασύλου, μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των 6 μηνών, και σε αυτό το διάστημα ο παράνομος μετανάστης δεν παραμένει σε κλειστές δομές, αλλά του καθορίζεται τόπος διαμονής πλησίων της περιοχής όπου εδρεύει το γραφείο που θα δοθεί συνέντευξη. Είναι νομίζω σαφές το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται όταν αναλογιστούμε τις δυνατότητες των ΚΙΤ των νησιών σε συνδυασμό με το τεράστιο νούμερο των εισερχομένων παρανόμων μεταναστών. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες επισκέψεις που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ίδιο διάστημα αυτό για να βρούμε τι ακριβώς συνέβαινε στον ευρωπαϊκό χώρο και να το συγκρίνουμε με αυτά τα οποία βιώναμε εμείς στην Ελλάδα. Θα σας αναφέρω μόνο ποια είναι η γνώμη μου για το καινούριο σύμφωνο ασύλου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βασίζεται σε 4 πυλώνες αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που υιοθέτησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον πρώτο πυλώνα αναφέρει την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, για την οποία δεν υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση παροχής της ασφαλείας αυτής και η Frontex μέχρι τώρα, παρότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα του προβλήματος. Σε ό,τι αφορά τις ομαδικές διαδικασίες screening που προβλέπεται και η βάση δεδομένων του Eurodac, είναι τα ίδια που εφαρμοζόταν και πριν το νέο σύμφωνο. Χρονοβόρες και αναποτελεσματικές διαδικασίες, ανίκανες να ανταποκριθούν στον αυξημένο αριθμό των μεταναστών σε περίοδους κρίσεων. Για τις διαδικασίες των συνόρων και τα υπόλοιπα που αναφέρει μέσα το καινούριο σύμφωνο μετανάστευσης, έχω τις αντιρρήσεις μου, διότι αυτά συνέβαιναν και πριν την υπογραφή του συμφώνου και αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Η άποψή μου για την καινούργια πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται ότι χρειάζεται απαραίτητα μια κοινή στρατηγική και γενική πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης, όπως επίσης χρειάζεται νομοθετικό πλαίσιο και θεσμικές διαδικασίες που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υλοποιηθούν από τη δομή και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σύμφωνο Μετανάστευσης και τις οδηγίες οι οποίες δίνει για το προσφυγικό μεταναστευτικό, όπως και η κατ' ουσία χειρισμός του, περισσότερο περιπλέκουν τις διαδικασίες παρά διευκολύνουν την αντιμετώπιση του. Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει και αφομοιώσει τους αριθμούς των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα και που στο σύνολό τους δεν ήρθαν στη χώρα μας για να παραμείνουν, αλλά τη χρησιμοποιούν σαν βατήρα για τον τελικό τους προορισμό, που είναι οι κεντρικές και βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την τελευταία δεκαετία έχουν ψηφιστεί νομοθετήματα για την ενσωμάτωση των παραμενόντων στη χώρα μεταναστών, χωρίς να έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια επιτυχία επί του θέματος.
Σε αυτό συμβάλλει και ο θρησκευτικός φανατισμός των Ισλαμιστών, που πεισματικά αρνούνται την ενσωμάτωση και επιλέγουν την γετοποίηση όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, όπως και η επικίνδυνη προσπάθεια επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος και της έλλειψης εργατικού δυναμικού μέσα από το μεταναστευτικό, πρέπει να συνεχίσει όλους τους πατριώτες στην πατρίδα μας, αλλά και σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επαναφορά της εθνικής κυριαρχίας σε κάθε κράτος μέλος, ούτως ώστε να ξαναγίνει η χώρα μας ικανή να αντιμετωπίσει κάθε είδους κρίση από μόνη της και μαζί της όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από μια ισχυρή ηγεσία που θα εγγυάται το μέλλον. Κυρίαρχα κράτη που δύναται να παίρνουν αποφάσεις και να τις υλοποιούν, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις των καιρών. Κλείνοντας την τοποθέτησή μου, θεωρώ ότι η αντιμετώπιση της ασύμμετρης απειλής του μεταναστευτικού προβλήματος είναι επιτακτική ανάγκη και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις που εξέφρασα είναι προσωπικές, δεν έχω θέμα προσωπικό με κανέναν. Έχω θέμα όμως με την εφαρμογή θεσμικών διαδικασιών και την τήρηση των νόμων σε ένα κυρίαρχο κράτος που κατοχυρώνουν τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci mon général pour ce nouvel engagement en quelque sorte. Merci. La transition est toute trouvée justement avec Fabrice Leggeri, puisqu'il vient d'être question de toutes ces questions, justement de tous ces sujets relatifs à l'immigration par rapport à la Grèce, et ô combien Fabrice a traité aussi cela au sein de Frontex, et les difficultés avec les grandes difficultés, puisque, pour ainsi dire, avec la Turquie. Donc Fabrice, je t'en prie, tu as la parole. Merci beaucoup Jean-Paul. Chers amis, c'est avec grand plaisir que je souhaiterais compléter le propos du général Iliopoulos à propos de la gestion migratoire aux frontières de la Grèce. Nous le savons, dans notre famille politique, il n'y a pas de contrôle migratoire sans un véritable contrôle des frontières. Et mon propos partagera avec vous une expérience personnelle que j'ai eue pendant plusieurs années et qui a concerné ce pays, la Grèce, qui a été pour moi la préoccupation de tous les jours et qui, d'une certaine manière, a été aussi le front sur lequel j'ai été sacrifié par la Macronie, puisqu'on m'a dit « ça suffit de vouloir contrôler les frontières, maintenant il faut arrêter, il faut être politiquement correct ». Alors, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai été directeur de Frontex et j'ai connu la Grèce entre 2015, c'est-à-dire la crise migratoire de 2015, gérée en Grèce par un gouvernement d'extrême gauche, alors qu'il y avait paradoxalement à Bruxelles, à ce moment-là, Jean-Claude Juncker, il y avait aussi le commissaire Avramopoulos, je crois que certains d'entre nous connaissons, qui, du centre droit, voulait quand même contrôler les frontières et me disait « écoute, il faut faire quelque chose, on va te donner des moyens ». Et puis, il y a eu en 2019 une alternance politique en Grèce, puisque un gouvernement de droite a remplacé le gouvernement d'extrême gauche. Et à Bruxelles, un gouvernement, j'allais dire, pro-migrant à la Commission européenne a remplacé, avec Mme von der Leyen, des velléités qui avant étaient quand même de dire « il faut contrôler les frontières », même si ce n'était pas suffisant. Et j'ai été confronté à la politique, j'allais dire, de véritable État voyou de la Turquie, avec le président Erdogan qui, en février-mars 2020, annonce publiquement qu'il va envoyer des centaines de milliers de migrants vers l'Union européenne, mais essentiellement vers la Grèce, quand même pour embêter la Grèce, plutôt que pour embêter la Bulgarie, par exemple. Alors je voudrais articuler mon propos et illustrer mon propos peut-être dans trois grands domaines. Tout d'abord, rappeler les défis géographiques des frontières de la Grèce, parce que je crois que c'est important pour comprendre ce qui se passe sur le plan opérationnel. Deuxièmement, un sujet beaucoup plus politique que nous connaissons, c'est la présence massive des ONG et le travail de sape que font les ONG contre le contrôle des frontières et contre toute velléité de contrôler et arrêter l'immigration illégale. Et puis un troisième aspect qui est très important ici, c'est la tension géopolitique et évidemment les interférences turques face auxquelles, je crois, l'Union européenne est beaucoup trop naïve.
Alors, les défis géographiques des frontières de la Grèce qu'il m'a fallu prendre en compte lorsque j'étais directeur de Frontex. Tout d'abord, ce sont des frontières maritimes de plusieurs milliers de kilomètres, mais surtout constituées de centaines et peut-être même de milliers d'îles et d'îlots parfois minuscules, qui sont parfois à quelques centaines de mètres de la côte turque. Une difficulté supplémentaire, c'est que la Turquie ne reconnaît pas les frontières maritimes de la Grèce, et que donc j'étais confronté depuis le début à des critiques de la part de la Turquie qui me reprochaient d'accepter de travailler avec les cartes maritimes grecques. Donc j'ai eu plusieurs fois, y compris en Turquie, des échanges assez vifs avec les autorités en leur expliquant qu'une agence européenne allait évidemment utiliser les cartes maritimes d'un État membre de l'Union européenne qui l'invitait pour l'aider. Et puis, la dimension terrestre des frontières a été évoquée d'ailleurs, le fleuve Évros, avec, curieusement, même à l'époque du gouvernement de gauche, d'extrême gauche, la construction d'un mur, d'un grillage, comme quoi parfois la réelle politique existe. Et là aussi, des difficultés avec des frontières terrestres dans une zone, je dirais, de défense nationale avec une problématique évidemment militaire dont la Grèce avait la responsabilité et qui compliquait la gestion de l'immigration par des autorités civiles parce que nous étions dans une zone, je l'ai vite compris, où le risque était non seulement l'arrivée de migrants, mais peut-être l'arrivée militaire, en tout cas turque, qu'il fallait prendre en compte. Donc ces défis géographiques ont été ensuite compliqué par la dimension balkanique vers en fait le nord, puisque dans un premier temps de la crise de 2015-2016, disons que la Grèce était le point d'entrée massif avec ça a été évoqué, les chiffres notamment de Lesbos. Je me souviens effectivement d'avoir visité le centre de migrants de Lesbos en septembre 2015, où il y avait 12 000 personnes alors qu'il n'y avait que 3 000 places. C'était quelque chose d'horrible. Et il y avait, disons, un mouvement continu vers le nord, à travers les pays des Balkans, à travers notamment la Macédoine du Nord et l'Albanie. Et puis il y a eu un moment où ces pays-là, des Balkans occidentaux, ont considéré que ça commençait à faire trop, et l'Union européenne a voulu aider également ces pays à contrôler l'immigration. Et je me souviens d'une situation assez paradoxale dans laquelle s'est trouvée l'agence Frontex à partir de 2018, où j'avais l'obligation de lancer une opération en Albanie pour empêcher les migrants de passer de la Grèce vers l'Albanie. Et donc, on se retrouvait dans la situation quand même assez absurde à devoir renvoyer des migrants d'un pays non membre de l'Union européenne vers un pays membre de l'Union européenne, la Grèce. Mais alors, pour vous dire, et ça fera la transition avec les ONG, je me suis à ce moment-là fait accuser par des ONG de faire des pushbacks pour empêcher les migrants de continuer leur route vers le nord. Et donc, je leur ai répondu, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez ? Je renvoie des migrants vers un pays de l'Union européenne alors qu'ils sont sortis de l'Union européenne puisqu'ils étaient en Albanie. En quoi est-ce que c'est mal, du point de vue des droits de l'homme, de renvoyer des migrants vers l'Union européenne ? Et on m'a dit, non, mais vous empêchez les migrants d'aller vers leur point de destination, vers l'endroit où ils veulent aller, parce que c'est l'Allemagne et le nord de l'Europe où ils veulent aller. Donc voilà, ça c'était un peu les défis géographiques des frontières de la Grèce. Le deuxième point, le deuxième aspect, c'est la présence massive des ONG. Alors, le général Iliopoulos en a parlé. Moi, une chose qui m'a frappé, c'est que les ONG gèrent les centres de migrants. C'était vrai en Grèce à l'époque de ce gouvernement d'extrême gauche, c'est vrai aussi en France, c'est vrai dans la plupart des pays.
Je me souviens d'une visite en Sicile lorsque j'étais directeur de Frontex et que j'accompagnais à l'époque M. Tajani, qui maintenant, je crois, sauf erreur, est ministre des Affaires étrangères en Italie, et qui à l'époque était président du Parlement. Et nous arrivions en Sicile, je lui fais visiter un centre et il y avait marqué en grand « Benvenuti a tutti », bienvenue à tous. Et Tajani se retourne vers moi et me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne tolère pas que Frontex fasse ça. » J'ai dit « Monsieur le Président, ce n'est pas moi, c'est les ONG. Je n'y suis pour rien et je suis entièrement d'accord avec vous. » Donc le problème, c'est que les gouvernements dans nos pays de l'Union européenne sous-traitent la gestion des migrants, la gestion des centres de migrants à des organisations qui ne sont pas simplement des organisations privées qui, je dirais, exécuteraient loyalement les lois, mais au contraire, ce sont des militants. Et donc c'est ça le problème. Alors ils reçoivent des subventions de la part des États, des gouvernements nationaux, mais ils reçoivent évidemment abondamment des subventions de la part de la Commission européenne. Donc ça c'est quelque chose qui m'avait dérangé. Et d'ailleurs à un moment, la police hellénique, à l'époque où il y avait, donc avant 2019, un gouvernement d'extrême gauche en Grèce, la police hellénique m'avait demandé si je pouvais agir à Bruxelles pour empêcher que les ONG fassent obstacle entre les migrants débarqués et la police. Parce que la police voulait faire son travail dans ce pays. Elle voulait enregistrer les migrants, elle voulait prendre leurs empreintes digitales, et la police était empêchée de le faire par les ONG. J'ai écrit une lettre à la Commission européenne en disant que c'était scandaleux que la Commission européenne finance des ONG qui empêchaient la police grecque de faire son travail. Et donc ça avait pour conséquence aussi que Frontex ne pouvait pas faire son travail, puisque le travail de Frontex était d'aider la police grecque. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre un peu mieux ce qui se passait à Bruxelles. Quelqu'un qui me voulait du bien, dans cette bureaucratie, m'a appelé, m'a dit « Écoute, la lettre que tu as envoyée a provoqué un véritable scandale. Il y a des gens qui veulent ta tête. » C'était vers 2017-2018. Parce que tu as osé écrire quelque chose à propos d'un tabou, celui du financement des ONG. Et donc, on m'a expliqué que si je voulais efficacement traiter ça, il ne fallait pas que j'écrive, mais qu'il fallait que je trouve mon chemin dans la bureaucratie à Bruxelles, parce qu'il y avait quand même des gens qui trouvaient que ça commençait à être un peu excessif. Voilà. En tout cas, ça montre l'infiltration des ONG, et notre famille politique en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Alors, la présence massive des ONG est également une présence idéologique. Et donc, vous l'avez compris, pour Frontex, je vous l'ai illustré, c'était compliqué de trouver sa place entre, d'une part, à partir de 2019, une commission européenne qui, complètement avec la commissaire Johansson, était porte-parole des ONG de migrants. Et la difficulté, c'est toute cette idéologie à propos des pushbacks. Alors, pushback, c'est le mot qui est utilisé partout par les ONG et l'extrême gauche, à chaque fois qu'on veut empêcher des migrants de franchir illégalement les frontières. Et donc, ils ont construit année après année tout un discours qui consiste à faire croire que nous n'avons pas le droit d'empêcher les migrants de franchir illégalement les frontières extérieures, alors que c'est exactement le contraire. Les États membres de l'Union européenne, et en particulier les États membres de l'espace Schengen, ont l'obligation d'empêcher les franchissements illégaux. Alors cette situation est d'autant plus compliquée lorsqu'on a affaire à une frontière maritime, parce que, évidemment, on nous dit, mais ce sont des bateaux en mer, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on est à une frontière terrestre. Mais j'ai envie de dire, justement, la Grèce est un bon laboratoire. Et pourquoi est-ce que c'est un bon laboratoire? Parce qu'avec le gouvernement, après 2019 ici, qui a voulu faire respecter sa frontière face à la Turquie, eh bien, nous avions mis au point des interceptions maritimes, qui sont des choses légales, prévues par le droit de la mer, prévues même par des règlements européens qui s'appliquent aux opérations maritimes de Frontex. Et en Grèce, la plupart des embarcations qui arrivent de Turquie couvrent des distances extrêmement réduites. Parfois, il s'agit de même pas 5 km. Et en réalité, ce sont des bateaux qui ne sont pas en détresse maritime. Et ça veut dire donc qu'on peut faire des interceptions, c'est-à-dire qu'on peut notifier à ces embarcations et à leurs occupants qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans les eaux territoriales de la Grèce ou qu'ils n'ont pas le droit de s'y maintenir parce qu'on suspecte que c'est du trafic d'êtres humains.
Alors, ça m'amène au troisième aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est la tension géopolitique et les interférences turques. Ça a été dit, il y a eu en 2016 une déclaration commune entre l'Union européenne et la Turquie. C'est quelque chose qui a été décidé, conduit, je dirais, sous l'impulsion assez décisive d'Angela Merkel, à l'époque chancelière allemande. Et il y avait la volonté, nous avait-on dit, de pouvoir renvoyer aussi en bon ordre des migrants qui étaient arrivés illégalement sur les îles grecques, de pouvoir les renvoyer en Turquie par bateau et par avion. Alors le jour de la signature de cet accord, de cette déclaration commune entre l'Union européenne et la Turquie, on m'avait dit qu'il fallait que je sois prêt, qu'il fallait que l'agence Frontex soit prêt à renvoyer 500 personnes par jour des îles grecques vers la Turquie. Et on m'a dit, ça doit commencer lundi. On m'a dit ça un vendredi soir, on m'a dit lundi, dans 3 jours, ça commence, et tu dois pouvoir renvoyer 500 personnes par jour. Bon. Nous avons fait ce qu'il faut pour trouver les bateaux, pour trouver la logistique, c'est pas très simple. Mais malheureusement, il n'y a eu que 2000 personnes qui ont été renvoyées sur la base de cet accord entre 2016 et le début de la pandémie du Covid en 2020. Donc vous voyez, ce n'était pas 500 par jour, ça a été 2000 pendant 4 ans. Et il y a eu, à partir de 2020, cette agressivité de la Turquie, donc, qui a commencé à pousser les migrants délibérément vers la Grèce. Et je voudrais simplement vous relater des incidents frontaliers d'une extrême gravité qui se sont produits sur tous les domaines, que ce soit en mer, aux frontières terrestres et dans les airs, contre la présence de Frontex. Alors ça a été en mer Égée, non seulement les gardes-côtes turcs continuaient de harceler quotidiennement les gardes-côtes helléniques, mais ça malheureusement je crois que c'est une habitude très fréquente et les gardes-côtes helléniques sont habitués à être harcelés par les Turcs. Mais la Turquie a commencé à s'en prendre à d'autres bateaux, d'autres nationalités. J'ai le souvenir notamment de gardes-frontières et de gardes-côtes roumains, finlandais, lituaniens, suédois, qui ont été harcelés dans des incidents parfois graves, qui ont duré parfois 2 heures. Et je me souviens notamment d'un incident très sérieux impliquant un bateau finlandais, parce que les Finlandais ont l'habitude d'avoir un voisin compliqué. Et les Finlandais m'ont dit, nous, dans notre formation, nous savons que nous ne devons pas reculer. Et donc les Finlandais m'ont dit, nous sommes en Grèce, nous avons vu, le commandement grec nous dit que nous sommes en Grèce, donc nous ne reculons pas. Et il y a eu plusieurs moments où je prévenais Bruxelles en temps réel. Bruxelles ne me répondait pas ou me répondait une fois que c'était fini. Voilà, donc j'étais un peu livré à moi-même, tout seul. Et les commandants des navires en question ont fait un travail d'un grand professionnalisme parce que nous avons évité des échanges de coups de feu, ce qui parfois était à la limite quand même de quelque chose de très grave. Il y a eu quelque chose de très grave aussi qui s'était produit dans les airs. La veille du déploiement massif de l'opération, donc en février-mars 2020, deux F-16 de l'armée turque, 2 F-16, donc des avions militaires, sont entrés dans l'espace aérien grec. Ils sont passés au-dessus de villages grecs, c'est-à-dire à un endroit où la frontière n'est pas contestée, c'est pas comme en mer. Ils ont ils ont violé l'espace aérien grec pour aller harceler un avion danois qui venait prendre son service pour aider Frontex dans cette zone. Et puis, il y avait quotidiennement des incidents à la frontière terrestre, c'est-à-dire que lorsque des patrouilles de Frontex passaient avec la police hellénique le long du fleuve Évros, où il n'y a aucun doute, nous sommes chacun de notre côté. Les Turcs sont de leur côté, de l'autre côté de la rivière, et les Grecs et je dirais les Européens sont de leur côté, du côté grec de la rivière, et les Turcs tiraient des coups de feu en l'air. Et là, pareil, je faisais des rapports systématiques.
comme directeur de l'agence, je rappelais les consignes de porter les gilets pare-balles et de ne surtout faire aucune provocation et de ne pas répondre à des provocations. Mais Bruxelles était toujours très silencieux, très gêné, en me disant « si vous avez peur, vous pouvez toujours reculer ». Et j'ai dit « non, on ne recule pas ». Voilà, voilà un petit peu. Alors une dernière interférence politique de la Grèce, c'est par rapport aux droits fondamentaux. Et finalement, ça m'amuse beaucoup d'entendre aujourd'hui le mainstream, la bulle bruxelloise, nous parler d'interférence de pays étrangers dans l'Union européenne. Moi, j'en ai un exemple. C'est la garde-côte turque diffusant des vidéos fausses et bidons, dans lesquelles on voit des gardes-côtes grecs et Frontex en train de repousser des migrants dans des conditions qui, évidemment, si elles avaient été réelles, auraient été condamnables, mais tout ça était faux. Et ça a entraîné une campagne bien orchestrée par des ONG, dont certaines sont financées par Soros. Nos amis hongrois savent très bien combien toxique est Soros. Et ça aboutit, avec des relais à la Commission européenne, je dirais, une espèce de trahison des États membres de l'Union européenne, en l'occurrence une trahison d'une agence et trahison aussi de la Grèce. Je voudrais terminer pour dire que c'était la période pendant laquelle j'avais été également, on m'avait reproché, la Commission européenne m'avait reproché de déployer un avion de surveillance au profit de Chypre, parce que Chypre se sentait également menacée par l'immigration illégale poussée par la Turquie. Et l'ambassadeur de Turquie à Bruxelles n'était pas content, avait protesté, et ça m'avait valu de me faire, disons, on m'avait sermonné en me disant, côté commission, ce n'est pas bien, la Turquie n'est pas contente, ce à quoi j'avais répondu, Chypre est un État membre de l'Union européenne, la Grèce est membre de l'Union européenne, si une agence européenne a un sens, c'est pour protéger notre frontière. Je ne lâcherai pas des États membres de l'Union européenne qui me disent que leur sécurité nationale est en jeu. Et je crois d'abord un État, un gouvernement souverain qui me dit que sa sécurité nationale est en danger. Donc voilà un petit peu l'expérience que j'ai pu avoir. Moi, je tirerai peut-être 2-3 conclusions politiques de tout ça. Premièrement, la Grèce est un concentré, comme un laboratoire pour nos idées, et c'est un concentré de tous les enjeux qu'il faut pouvoir contrôler et maîtriser pour faire face à l'immigration massive et à la submersion migratoire. Ensuite, dans notre déclaration de Budapest en décembre dernier, lors de nos journées d'études à Budapest, nous avons adopté quelques principes communs, et notamment le fait que nous ne voulons pas que les demandes d'asile soient traitées sur le territoire des États de l'Union européenne, mais nous voulons que ça se fasse à l'extérieur. Et c'est tout à fait pertinent. Pourquoi ? Parce que ça permet de déconstruire l'argument juridico-politique idéologique des ONG qui nous disent « vous n'avez pas le droit d'empêcher les migrants de rentrer, même s'ils viennent illégalement, vous n'avez pas le droit de les empêcher de rentrer parce que sinon, vous empêchez des demandeurs d'asile de faire leur demande d'asile. » Donc si on dit il y a un dispositif à l'extérieur de l'Union européenne, alors à ce moment-là, et particulièrement en mer Égée, on peut faire des interceptions maritimes, on y va, et s'il faut aller à la confrontation physique avec des gardes-côtes d'un pays voisin qui n'est pas très amical, eh bien, on va au contact physique et on ne recule pas. Voilà un petit peu. Je vais arrêter là parce que je pourrais vous en parler évidemment beaucoup, mais peut-être qu'on aura le temps de certaines questions. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Fabrice, c'était vraiment passionnant. Sans plus tarder, parce que nous sommes un peu en retard sur l'horaire, la clôture donc, de cette table ronde à Monsieur le Ministre Balázs Dvegi. Yes, thank you. Good morning to all of you, and it's a pleasure to be here, to be back with former colleagues, European Parliament. Jean-Paul, thank you for the invitation and the kind words. Let me share a few thoughts on the Hungarian experience with migration. This has been a core political subject for our party, for our government, and I think the attitude and the approach with which we made sure that illegal migration is not an accepted feature in Hungary, the fact that we have decided to protect our borders, protect Europe's borders,
This decision has contributed to our continued political support in Hungary and played a key role, actually, in election campaigns during the past few years. Just a few facts and numbers to begin. Since 2015, when it began, 9 million migrants arrived in Europe or have arrived in Europe. And our southern border fence blocked over 1 million illegal crossings into Hungarian and EU territory. We have made a decision right in the beginning when, of course, the mood in Europe was all different. Back in 2015, if you recall, everybody was talking about helping refugees, the Syrian crisis, etc., etc. This is when Willkommenskultur and the Wir schaffen das announcement of Chancellor Merkel characterized the political landscape in Hungary or in Europe. And Hungary said, no, we're not going to accept illegal entry into our country and into Europe, and we have to make a difference between a refugee and a migrant, an economic migrant, and in no way can we accept that illegally it becomes okay to come to Europe and then stay in Europe, as we have seen. So the decision was made by the Prime Minister to close the border. Our southern border with Serbia was the area where most of the illegal entries took place. In 2015, nearly 2 million migrants have arrived in Europe, and 441,000 arrived in Hungary just in that year. And so that was a shocking opening of this whole crisis and this new reality. The decision was made to construct a border fence and to reinforce the border protection by police, by border guards, and the military. And parallel to this, a political fight, a communication struggle also began. And I want to emphasize this very much because this has contributed to the success of the Hungarian border protection efforts, but also it has contributed to the success of this policy, of this position. And we had to fight that struggle vis-a-vis our partners in Brussels, and especially the Commission, and to a smaller extent the European Parliament, so the Brussels elite. But also this was a struggle that we had to win and fight for the people and with the involvement of the people, so that they are informed about what's going on. They are informed about who says what and what is behind certain declarations, what is behind certain decisions. Of course, the decision to construct a border fence, a physical barrier, was criticized vehemently by everyone at the time, even when some other political leaders also decided to protect themselves as much as they could. I remember, for instance, in that year, 2015, the former Austrian Chancellor, Werner Faymann, I don't know if you remember him, he said that Austria was not constructing a fence on its border, but instead implementing technical measures, and he called it was quite funny, he called it a Tür mit Seitenteilen, if I say it correctly in German, a little door with side parts that sort of can be open and closed. So that's how he tried to explain their efforts. But of course, he was also busy criticizing the Prime Minister of Hungary for tough measures. After we announced this closure, and when the fence was already under construction, there was a physical attack by nearly 1,000 migrants. They broke through the Röszke closure. They attacked it physically with throwing rocks and all kinds of metal pieces, etc. There was a clash with police that illustrated very much to the people how serious the situation was. We also decided to create what we called transit zones, and I refer back to my colleagues who spoke before. Transit zones were there to make sure that migrants who asked for asylum waited at the border without entering the country until decision was made about their request. The transit zones were closed towards Hungary, but they were open towards Serbia. And we made the point that this is not detention, because anytime anybody can leave
back towards where they came from, in this case Serbia, but they couldn't leave and move on into Hungary before a decision was made whether or not they are entitled for refugee status. There was a big debate about that too, and interestingly, there were conflicting court decisions about it. It's interesting to mention. First, the European Court of Human Rights, the Strasbourg-based court, declared in 2019 that transit zones did not constitute detention because obviously and evidently on one side they were open and everybody could leave whenever they wanted to back towards where they came from. But then half a year later in May 2020, the European Court of Justice in Luxembourg called them unlawful, and they had this decision that this could not be maintained. So we closed them, and we changed the law in a way that now applications for asylum can be submitted at Hungarian embassies. In the case of Serbia, it's in Belgrade. In the case of other countries, it's in their capital. But at the border, we are not accepting refugee asylum requests, and we're not allowing people to just move on where they want to. We've also organized political action around this topic. We have held several national consultations. This is a political action, a political tool that we have used with great success in Hungary. A questionnaire is sent to every Hungarian citizen with a number of issues to decide. They can choose the answer if they agree or disagree and send it back to the government. It has worked very well, and it has kept people involved in political discussions. It has kept them involved in decision making. Over the years, when I counted them, 5 national consultations have touched upon the subject of migration, of quotas, of transferring illegal migrants from other countries into Hungary, etc., etc. And as Mr. Leggeri mentioned before, we have also brought into the political discourse the figure and the network and the political organization of George Soros. The NGOs, this whole network that manipulates public opinion through NGOs, through the media, through payments, etc., had to be shown, and we've done that. And I think it was a very good thing to do, and it has contributed to opening up how this network really functions internationally as well. The fight with Brussels obviously intensified. The European Commission has launched 5 infringement procedures against Hungary because of our stance against illegal migration, because of our, refusal to accept illegality and the rest. And we are facing a €1 million daily fee now from the Commission because we are not ready to implement the Migration Pact, the relocation, the quotas, etc. We continue to say no to all of that. And so it's a fight that continues very much to this day. We have also held a referendum on migration on quotas, and following the referendum, obviously a big majority agreed with the government's position and rejected illegal migration. We have written it in our constitution that we basically ban the settlement of foreign populations into Hungary without parliamentary approval. The point is, nobody can make a decision about that except for us, the Hungarian parliament, the Hungarian government, based on the people's support. We have spent over €2 billion on protection measures, defense, border protection, and again, this is a Schengen border. It's not a Hungarian border only, it's the border of the European Union, the Schengen zone. We have not received basically anything from the Commission in return. We've repeatedly asked for it, but they only want to contribute to the integration of migrants programs. They don't want to contribute to border fence, border protection, and all what we have been doing. I've brought some of our political material to show you now, just to give you an idea of how much emphasis we have put on involving the people, talking about these things, putting it on the political agenda in Hungary, and making decisions based on the people's will. And obviously,
it was also an internal political fight with the left, with those who always want to, follow the latest Brussels idea. In this case, the idea of a multicultural Europe, of changing populations and accepting migration as a good thing and as an inevitable thing. Both are, rejected by our camp. We don't think it's good, and we don't think it's inevitable. We think you can protect yourself against it. This is, for instance, one of the posters we used out in the streets, so outdoor, printed media, also online. Let me just quickly translate for you. Did you know, that's written in the yellow part on the top, did you know that since the beginning of the migration crisis in Europe, over 300 people have died in terror attacks? And at the bottom it says referendum, and that was held in 2016. Can we move on, please? Did you know that just last year, 1.5 million illegal immigrants have arrived in Europe? The next one, please. Did you know that Brussels wants to settle in Hungary illegal migrants as many as in a city? I don't know if I translated too well, but that's the idea, a lot of illegal migrants. Is there any more? The fourth one. Did you know that since the beginning of the migration crisis, violence against women has increased everywhere in Europe? Referendum, etc., etc. So we have informed people, we have talked about these things, just like that. Thank you very much. If we can move on to the next bit of information. Yeah, on top it says government information. So these were government ads that we put out, outdoor in the for people to see, also online and printed media. So government information. If you come to Hungary, you have to respect our laws and our culture. National consultation about immigration and terrorism. This was one of the national consultations we have held. Next one. If you come to Hungary, you have to respect our laws. National consultation. And the next one. If you come to Hungary, you cannot take away the job of Hungarians or Hungarians' workplaces. National consultation. So in a number of ways, a number of aspects, we have talked about these matters. If we can now move on to the next bit. Number 3. Which will illustrate, if you find it. Well, okay, this is a letter from the Prime Minister. When we hold a national consultation, we not only send people a questionnaire or a voting paper, but also there's always a direct mail by the Prime Minister. So if we can see the whole letter, perhaps, the whole page, please. We make it a bit smaller, then you will see it's a letter, a formal letter. That's right, thank you very much. A formal letter by the Prime Minister. There's Hungary's coat of arms, Viktor Orbán, Hungary's Prime Minister, and it talks about the issue and asks for involvement, asks people to say what they think. If we can move on to the next bit. There was one more poster I wanted to show you, a horizontal one. This is the one that was sent the last time. That was the one that I want to show you is one with George Soros on it and some of the opposition figures. So we didn't shy away from talking about these things in a confrontational manner. We didn't shy away from talking about what's behind. We didn't shy away from talking about what's really going on at the border, what really is the situation, and what we can do about it. If we don't find that I'm talking about, then we can, you don't have it there? The last one I sent? You can't do it? Okay, I'll show it to you on my telephone then later on. But then let's see the movies, the short movies. These were short spots, videos that went out, online and as well as on television. Telepítési kvóta növeli a terrorveszélyt. Minden 12. másodpercben újabb illegális bevándorló érkezik Európába. Ellenőrizetlenül lépik át a határt, így nem tudjuk kik ők, és mennyi közöttük az álcázott terrorista. Semmiféle ideológia vagy gazdasági érdek miatt nem tehetjük ki életveszélybe az európai polgárokat. Magyarország kormánya nemet mond a kötelező betelepítési kvótára. Hungary's government says no to the compulsory quota to
settle migrants. Okay, the next one. A bevándorlási válság Since the beginning of the migration crisis, terror attacks have grown in Europe. This could happen here too. Let's not risk Hungary's future. Let's vote no at the referendum in Hungary. So as you see, short, very direct, talking about the risk, talking about what's at stake, and the last short film. At the referendum in October, we have sent a message to Brussels, 98% no to forced migration resettlement. Now it's Brussels' turn to act. So, you know, as you see, we've tried to talk about various aspects of this thing. As a result, migration has been a top subject in Hungarian politics and political debate, even without migrants present in the country, because the fence and border protection works well. So we don't see migrants, illegal migrants in Budapest. You don't meet illegal migrants in Hungary, but that's because we are protecting ourselves. So what we have had to do is talk about the effort behind, and also talk about the political fight, which is against Brussels and the Brussels bureaucracy and the Soros network. As I said, I couldn't show it to you, but as I'm telling you, we have also put George Soros on billboards and in political ads together with the pro-migration politicians, and this has worked very well, and I think it was necessary to do. We continue to stand with this position of protecting ourselves against illegal migration. The fight continues. We're paying money to Brussels, or they are withholding our money, partly because of this. And it's always very good to hear other people's view. I respect very much the work that Mr. Ledgeri you did, and you are a good example of how these forces really work. They destroyed your agency, they destroyed your career as its leader, because you wanted to really protect Europe from illegal migration. The stakes are very high. We have to talk about this. We have to keep this on the agenda, and I'm glad that we're here today to do that. Thank you for listening, and again, as I said, it's a pleasure to be with you always. Thank you. Merci beaucoup, Balázs. Il est certain que si nous donnions la parole à nos peuples, ils seraient très majoritairement contre la politique bruxelloise en matière effectivement d'immigration. Et cela est quand même très remarquable, d'ailleurs, au-delà de quelques clivages politiques. On a dépassé l'horaire, mais j'allais dire que c'était normal, parce que vu l'importance du sujet et naturellement tout ce que cela entraîne, mais peut-être puis-je prendre une question, s'il y avait vraiment une ou deux questions maximum, parce que voilà, Mathieu Vallée, je t'en prie. Merci Jean-Paul et merci à nos intervenants. J'avais une remarque qui introduisait une question. Le représentant avec qui on a parlé hier soir du gouvernement Orban évoquait les faits terroristes dans mon pays. Il y a 2 kamikazes au Stade de France qui se sont fait exploser le soir du 13 novembre 2015, dont l'enquête a démontré qu'ils avaient emprunté les voies migratoires et qu'ils étaient passés par la Grèce avec des faux passeports syriens et qui avaient pu venir dans notre pays pour commettre ces attentats. Et que ensuite la stratégie de Daesh, de l'État islamique, c'était d'introduire des combattants formés en Irak et en Syrie et les faire passer par les crises migratoires et les voies migratoires pour intégrer nos démocraties. Et d'ailleurs, sur cette question-là, Frontex, moi j'avais des collègues policiers, puisqu'anciens policiers, qui venaient renforcer cette agence pour uniquement prendre des photographies des individus qui rentraient, ainsi que de remplir des documents sans en assurer une traçabilité, un suivi et une matérialité avec un échange d'informations, notamment sur les casiers judiciaires ou les antécédents que les pays pouvaient nous fournir lorsqu'ils avaient passé par différents États européens. Et la deuxième chose, je ne veux pas qu'on l'oublie, c'est que lors du 13 novembre 2015, on a des terroristes qui sont venus aussi de la Belgique. Jordan Bardella parlait lors de la campagne des Européennes de cette double frontière. Non seulement on a besoin de Frontex pour protéger nos frontières extérieures, mais je voudrais aussi qu'on puisse dire un mot sur la frontière intérieure, puisque par exemple les frères Abdeslam ou Abaouz, le stratège des attentats du 13 novembre 2015, ont par exemple transité de la Belgique à la France avec la cellule de Verviers, ou encore l'organisation des attentats depuis Molenbeek, qui est d'ailleurs pas si loin du Parlement européen, puisque vous avez évoqué ces financements qui ont été coupés. Je pense qu'ils ont oublié toutes ces victimes qui ont versé de leur sang
pour ces démocraties et pour ces idées pour lesquelles nous on se bat et qu'on oublie trop souvent et que l'extrême gauche aujourd'hui combat, comme par exemple le Passager Nerve Record, qui est un fichier qui sera indispensable au service de renseignement pour pouvoir tracer les personnes qui prennent notamment les voies aériennes et qui serait très utile pour nos enquêtes, notamment interpeller en amont. Merci beaucoup Mathieu pour ce rappel. Véritablement, nos pays ont payé cher effectivement la politique laxiste en matière d'immigration de l'Union européenne et d'un certain nombre de nos gouvernements, dont la France, tout à fait, avec le terrorisme. Balázs, tu voudrais ajouter? Yeah, just in the meantime, this last poster I want to show you arrived on the screen. George Soros in the middle, and the other four are opposition leaders in Hungarian politics who were pro-migration or pro-Brussels against us. And we wrote on this billboard, together they would tear down the fence, the border fence. Together they would destroy the border fence. I remember I was communication director of the party when we came out with this poster, and I had to show it to the public, and on that day there was a stormy wind. And we did it outdoors, so some activists trying to hold on to this big billboard in the street, and I was talking in this stormy wind about how they would tear down the fence. So it was a dramatic demonstration of that. But it worked very well, and as I said, George Soros was made part of the political fight. He didn't like it, and neither his people, but we did it. Merci. Fabrice, tu souhaitais aussi dire un mot. Oui, peut-être à propos de l'enregistrement, effectivement, comme tu l'as dit Mathieu, il y a des terroristes qui sont arrivés au Bataclan, qui étaient impliqués, qui ont commis les attentats, qui sont passés par ces filières d'immigration massive illégale. Alors il se trouve que moi j'avais à ce moment-là, en 2015-2016, connaissance d'une tension entre d'une part les policiers que nous déployons, peut-être tes collègues Mathieu, français et d'autres, mais j'avais eu par des Français et par des Allemands, par la police française et par la police allemande, on m'avait signalé que dans les îles, dans les centres de migrants, la police, donc les policiers déployés par Frontex et les policiers grecs voulaient faire des enregistrements sérieux également pour prendre en compte la dimension terroriste. Et il y avait un lobby, une idéologie de tout donner aux ONG. Il y avait un combat idéologique pour savoir si c'est les ONG qui allaient faire l'enregistrement dans une logique purement humanitaire ou si c'était les forces de police. Et effectivement, il y a 2 personnes que nous avions détectées comme susceptibles d'être des terroristes, qui ont été relâchées finalement, qui sont reparties, et dont certaines, alors il y en a malheureusement qui sont allées jusqu'en France et qui ont commis des attentats. Il y a eu un autre groupe qui a été arrêté à la gare de Salzbourg sur la base de renseignements qui avaient été fournis entre des policiers dans Frontex et autrichiens qui avaient dit à leurs collègues. Et donc ça montre bien qu'il y a même si le côté politiquement correct était de dire vous ne devez pas dire que migration illégale égale terrorisme. Mais la réalité, c'est effectivement que des terroristes sont passés par ces filières. Bien, merci à tous nos intervenants. Nous sommes obligés de clôturer cette table ronde, malgré effectivement toute l'importance du sujet et toutes les questions que nous avons peut-être encore à poser. Mais nos travaux ne sont pas terminés. Donc la suite, nous allons nous interrompre pendant quelques minutes, jusqu'à 11h10 environ, et nous reprendrons donc à 11h10 nos travaux. Merci beaucoup.